Bienvenue sur le podcast Pensez-vous. Vous écoutez la seconde partie de l'interview de Vincent Burno-Galpin, chargé de mission finance durable à l'Institut de la finance durable et NCI Alumni, promotion 2020. Il a accepté de répondre aux questions d'Eve Samani, élève ingénieur en première année, et d'Antoine Dallencompte en troisième année, pour Finance, Risk and Data via le double diplôme avec l'ESSEC. Bonne écoute! Si je comprends bien, votre mission à l'IFD, c'est premièrement d'arriver à avoir des discussions, puis, dans un second temps, d'arriver à produire un livre blanc. Produire un quoi, pardon? Produire un livre blanc, produire un plan, produire un rapport, un photo. C'est ça. Oui, c'est l'idée. Par exemple, sur le sujet des énergies fossiles, notre objectif, c'est en fait la place de Paris. Les acteurs financiers ont déjà des engagements assez forts dans la sortie des énergies fossiles, sur l'alignement de leur portefeuille financier sur des scénarios compatibles avec l'accord de Paris. Mais derrière, c'est l'opérationnaliser. Finalement, quelles sont les méthodologies qu'on utilise? Comment est-ce qu'on s'inspire de la science? Comment est-ce qu'on s'appuie sur la science et sur les enseignements du GIEC, de l'Agence internationale de l'énergie, de ces scénarios qui sont produits pour vraiment adapter sa stratégie d'investissement pour être compatible avec ces scénarios. Donc ça, c'est un des enjeux qu'on a, de donner les outils pour que les acteurs financiers puissent opérationnaliser leurs engagements et de donner les éléments qu'il faut du débat, les méthodologies nécessaires pour pouvoir appréhender ces sujets. Et par rapport à toute cette méthodologie que vous proposez, notamment aux entreprises et à tous ces rapports, comment finalement l'IFD peut s'assurer de sa mise en place auprès des entreprises? Forcément, on n'a pas de pouvoir réglementaire, c'est seulement le public et le gouvernement qui l'a. Notre rôle est plutôt d'être un accélérateur, un facilitateur, on va dire, une instance de dialogue. On n'a pas de pouvoir de contrainte, mais un pouvoir de fédérer les acteurs et d'agir collectivement. Ce qui peut être un frein à la réalisation de la transition écologique, c'est que agir individuellement, on y perd à agir individuellement. Si on est la seule banque à se retirer des énergies fossiles, de toute manière, les autres banques qui vont continuer à investir dans les énergies fossiles. Si on est la seule banque à prendre certains risques pour investir dans certaines technologies un peu nouvelles, on prend des risques aussi, pareil. Et donc, il y a un enjeu à ce qu'on y aille collectivement, que l'ensemble de la place de Paris s'engage à un certain mouvement. Donc, il y a vraiment cette idée d'embarquer tout le monde, de fédérer, de créer cette discussion pour embarquer un mouvement collectif. Et le dialogue, c'est au cœur de ce qu'on fait pour que à la fois les acteurs publics légifèrent en conséquence, que les acteurs privés suivent le mouvement et accompagnent le mouvement est parti. Donc, c'est avoir de l'huile dans les rouages, je dirais, quelque part. Hein. C'est vraiment ça l'idée, que les gens se parlent et qu'on avance ensemble. C'est un peu ça notre seul levier pour réussir un peu à notre mission. Pour reparler un petit peu donc, de la situation pérenne de l'IFD, quels seraient un peu sur la roadmap de l'IFD, les gros projets à venir? Alors, les gros projets en ce moment, donc déjà, on mène plusieurs, comme je vous disais, chantiers en parallèle. Là, le gros sujet en ce moment, ça a été la publication de notre méthodologie de fonds impact qui est sortie cette semaine. Il y a un certain nombre d'autres rapports sur lesquels on travaille. On travaille sur les sujets de biodiversité, justement de prise en compte de la biodiversité dans la discipline de marché aussi. Un enjeu en particulier en ce moment, c'est la prise en compte de la déforestation. Donc, on a un travail important sur ce sujet. On a aussi donc le sujet énergie fossile, où on travaille, on devrait produire d'ici la fin de l'année un rapport sur justement comment mieux imbriquer les enseignements de la science avec les trajectoires et énergie fossile des acteurs financiers. Et sinon, aussi, on a un projet qui est récurrent, mais de valorisation et d'accompagnement des startups, les fintech ESG et durables. Donc, on a chaque année un challenge, le FinTech for Tomorrow, qui récompense les startups qui ont des projets innovants. Et sinon aussi, on a notre rendez-vous annuel, les rencontres de l'Institut de la finance durable, qui sont une journée entière de conférences et de dialogues sur ces sujets de financement de la transition écologique. Donc, avec à la fois des acteurs publics, des acteurs financiers qui dialogueront sur l'ensemble de nos sujets en ce moment. Voilà. Et autre sujet, c'est le récurrent, ce sont les comités de financement de la transition écologique qu'on anime. Et là, on va présenter à la prochaine édition nos travaux sur la rénovation énergétique du bâtiment et le financement de la décarbonisation du bâtiment. Oui, alors elle est accessible au grand public sur les réseaux. Donc oui, bien sûr, ce sera le 22 avril, une journée entière, donc avec plaisir pour partager
les informations pour pouvoir y assister. Alors, c'est tous les ans. J'ai pas les... Des prestataires comme Sustainalytics ou MSCI qui produisent en fait des scores de controverse. Donc par rapport donc à la transparence, au fait de dire, enfin si une entreprise fait du greenwashing par exemple, à quel point elle arrive à mettre en exécution ses stratégies et ses directives pour atteindre le 1,5 degré. Comment est-ce que vous arrivez à percevoir en fait l'apparition de ces scores de controverse dans votre milieu? La normalisation, le fait qu'on ait ce dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises privées pour justement stabiliser des méthodes rigoureuses et fiables pour justement limiter ces marges de manœuvre pour le greenwashing. Donc oui, on s'inscrit dans cette dynamique-là, mais on n'a pas de travaux particuliers sur les scores de controverse. Euh, Ça implique que, donc moi je suis arrivé en même temps que la création de l'Institut de la finance durable, sachant que on existait, il y avait déjà une association qui existait, elle a été juste sensiblement remaniée dans sa manière de fonctionner. Mais en tout cas, c'est vrai que l'identité est nouvelle, l'objectif est nouveau. Ce qui est sûr, c'est que dans la manière de mener son travail, c'est que tout est à faire. Et justement, Donc, à quelle évolution peut-on s'attendre dans le monde académique, d'une part, à notre niveau, mais aussi dans le monde professionnel, pour nous plus tard, à propos de toutes ces questions d'urgence climatique, de transition énergétique? oui, ce qu'on voit, c'est que, en fait, pendant longtemps, question environnementale était cantonnée à un service, une direction, un département. Dans les universités, il y avait les spécialistes de la question écologique, c'était principalement des biologistes. Et dans le secteur financier, c'était soit des fonds un peu pionniers qui menaient des expérimentations de financement un peu particulières. Pendant longtemps, ça a été des pionniers qui essaient d'explorer les thématiques environnementales. Des chercheurs un peu à part finalement, parce que on n'arrivait pas à comprendre à comment imbriquer les enjeux écologiques avec les enjeux économiques. Et aujourd'hui, je dirais que la transformation se fait parce qu'il y a des ponts qui se créent. Les spécialistes aujourd'hui de l'environnement, il y a bien sûr des biologistes, mais les biologistes, ils ont commencé à parler un langage qui ont parlé aux ingénieurs, qui ont parlé aux économistes, et donc il y a ces imbrications qui se font. Donc aujourd'hui, il y a plein d'économistes et à l'ENSA, il y a plein de chercheurs au CREST qui traitent des sujets environnementaux et qui parlent d'économie de l'environnement et qui donc tout ça commence à s'imbriquer ensemble. Pareil dans le secteur financier. Progressivement, il y avait certains pionniers qui ont fait que maintenant, toute boîte, grosse boîte et groupe financier a sa direction RSE, environnementale, développe sa stratégie climatique pour aligner ses portefeuilles sur les scénarios 1,5 degré. Et donc, en fait, progressivement, on arrive à imbriquer ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est un peu le mouvement qu'on essaie d'engager à l'Institut de la finance durable. Par exemple, typiquement sur la gouvernance des entreprises, on a publié un rapport où on pousse l'idée que les décisions concernant la stratégie climatique des entreprises ne doivent pas se prendre dans un petit département de responsabilité sociale des entreprises, mais à la tête de l'entreprise, au sein du conseil d'administration, et avec un protocole et des processus très particuliers et très cadrés, où en fait c'est vraiment, il y a comme on dirait, une discipline, il y avait une discipline économique dans les entreprises, il y a une discipline économique parce qu'elle est orientée vers la rentabilité économique et financière, mais à ça, on doit maintenant ajouter une discipline climatique environnementale, où tout doit être cadré. Il y a deux ressources rares, c'est l'argent et le carbone et les ressources environnementales. Et donc, que ça remonte, donc ça veut dire que tous les métiers vont être impactés, enfin, tous les métiers sont impactés. Et donc aujourd'hui, pendant longtemps dans le secteur financier, il y avait les analystes financiers classiques et les analystes ESG, mais progressivement, ces gens-là vont être obligés de travailler ensemble pour justement faire ce croisement et cette rencontre, parce que ce sera une seule et même chose qu'on ne pourra pas dissocier, en fait. Pareil dans la recherche. Et donc, même si, voilà, il y a toujours cette dichotomie, parce qu'il y a des expertises un peu différentes, donc vous pouvez postuler un emploi d'analyste financier sur les sujets climatiques, environnementaux, mais même si vous êtes dans un métier vraiment purement financier, il y aura de plus en plus d'enjeux climatiques.
si vous avez fait de la recherche, vous êtes économiste dans n'importe quelle thématique, il y aura toujours de plus en plus les enjeux environnementaux qui s'imbriquent. Vous faisiez la comptabilité, il y a la comptabilité aussi du budget carbone qui rentre en jeu. Donc tout ça s'imbrique au fur et à mesure et donc ça va impacter tous les métiers parce qu'il faudra forcément prendre ça en compte dans ce que vous faites. Donc des carrières et dans l'environnement, il y en a parce que tout le monde va devoir s'y pencher, quoi. Et quels conseils pourriez-vous donner à un étudiant de l'ENSAE à tout hasard qui aimerait s'orienter vers ce domaine donc de la transition énergétique, de l'écologie, et justement qui débarque dans des institutions ou dans des entreprises toutes nouvelles? Voilà, quels sont les conseils que vous pourriez nous donner tout simplement? Qu'ils soient en première ou en troisième année. Ouais. Bah, je dirais, peu importe le domaine en fait et donc si c'est la transition écologique, tant mieux. Mais en fait, si vous savez dès la première année ce que vous voulez faire, il faut tout orienter vers ça. Le choix des cours, les lectures que vous faites au quotidien pour comprendre l'environnement et s'en imprégner, les engagements associatifs, tout participe à la formation. Moi, j'ai eu des engagements associatifs, c'était dans ce domaine. Donc comme ça, on appréhende l'environnement et l'écosystème de la transition écologique et on comprend un peu mieux aussi ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire. Et même une chose importante, c'est quand même par exemple le choix des stages. Ça, c'est assez. Finalement, aussi, on se fait embarquer. Son CV quand même est toujours un élément important pour un recruteur, quoi. Donc, et dessus, qu'est-ce qu'on a de plus important? C'est les stages. Enfin, quand on est encore en études, ce sont les stages et ça montre qui on est. Ce qu'on fait montre qui on est et ce qu'on veut. Donc, autant commencer tôt, dès les premiers stages. Voilà, explorer ces domaines, aller faire des stages en lien. Si vous êtes déjà engagé dans des parcours plutôt finance, bah, allez voir la finance verte, un fonds et voir les méthodologies, comment ça marche dans un fonds d'investissement sur ces domaines. Si vous avez plutôt un intérêt pour les enjeux publics, bah, faire un stage d'administration publique attaché à ces enjeux. Et progressivement, après, au prochain stage, ils auront vu que vous avez fait un premier stage dans quelque chose, donc ils vont dire, ah bah tiens, c'est un profil intéressant. Puis, quand ce sera un stage un peu plus sérieux de 6 mois, le stage de troisième année, ils auront vu que vous avez déjà fait les 2 premiers stages dans ce domaine, donc enfin, c'est un effet boule de neige, quoi, après. Donc, c'est quand j'ai été recruté à l'Institut de la finance durable, c'est parce qu'ils avaient vu que j'avais fait des stages dans le ministère de la Transition écologique, dans un fonds d'investissement sur les sujets de finance verte. Enfin, donc voilà, c'est peut-être heureux ou malheureux que ça fonctionne comme ça, mais faut se dégager une spécialité et le plus tôt on sait ce qu'on veut ou vers où on se dirige, et le mieux c'est, le plus facile c'est après pour avoir des postes intéressants dans le domaine, quoi. Dernièrement, on constate qu'il y a un énorme essor des offres ESG. Peut-être pour les alumni qui nous écouteraient, est-ce que vous pensez que c'est possible de rejoindre en fait ce mouvement plus tard, enfin même si on n'a pas fait a priori un stage entre la deuxième et la troisième année ou même notre premier CDI n'a pas été dans ce secteur, est-ce que vous pensez que c'est atteignable, accessible en fait? Oui, bah oui, surtout que, comme je le disais au début, en fait, les disciplines se rapprochent. Et donc, typiquement en finance verte, si vous êtes aujourd'hui, si vous avez fait déjà des stages en finance un peu plus classiques ou si vous avez déjà un premier poste en analyse financière, ou bah après c'est plus simple quand même de basculer vers l'analyse financière sur les domaines ESG. C'est lié et vous pouvez basculer. Alors après, il faut faire un petit effort supplémentaire. Il faut se former. Il faut faire une formation typiquement pour la finance durable. Il y a les formations de l'autorité des marchés financiers qui propose des formations sur ce sujet. Donc voilà, ça permet de basculer de l'un à l'autre. Voilà, il faut faire ce petit surplus d'efforts de formation ou de participer à des associations enfin voilà, donc tout effort sera valorisé, mais notamment de se former soi-même, je pense que donc c'est toujours ces transferts. Après voilà, ça dépend quand vous voulez faire votre changement, mais oui, à la sortie de l'école, je pense que ça c'est clairement en fonction de vos expertises, il y a pas de problème là-dessus. Vous avez aussi parlé d'un engagement associatif. Vous, est-ce que vous en aviez eu un dans l'écologie au moment de l'ENSAE? Est-ce que vous en avez eu un plus tard? Comment ça s'est passé pour vous? Alors oui, à l'ENSAE, alors j'étais
président de l'Agora. C'est là où j'avais mené un certain nombre de conférences sur les sujets de l'environnement et bon, et d'autres sujets aussi, bien sûr. Ouais, donc mon engagement à l'ENSA, c'était principalement l'Agora. Puis après, à Sciences Po, j'étais dans une association aussi similaire d'animation de conférences et dans cette association-là, j'étais le responsable de la commission transition écologique. J'avais organisé un certain nombre de tables rondes sur le sujet dans ce cadre-là. Et en même temps que l'Agora et que de mes études, j'étais collaborateur d'un chercheur qui s'appelle Paul Jorion, un anthropologue sur les sujets environnementaux. Donc j'avais pu participer avec lui à rédiger des articles. On avait publié. Donc c'est comme ça aussi qu'il y avait un peu c'était un peu en parallèle justement un peu en réaction un peu à mes études très quanti de l'ENSAE. Il y avait ce volet un peu plus qualitatif, des études plus de politique publique, de compréhension sociologique un peu des phénomènes de sciences économiques. Donc voilà, c'est là aussi où j'ai développé un peu certaines appétences pour ces sujets-là et que j'ai développé à la fois dans le domaine associatif et dans le domaine de la recherche. C'est le profil BL qui ressortait un peu au final. C'est ça. D'accord, très bien. Je pense qu'on a balayé beaucoup de sujets, beaucoup de questions très intéressantes qui ont vraiment fait le tour de pas mal de choses. Est-ce que vous avez peut-être un conseil final à donner à un étudiant de l'ENSAE? Je pense que peut-être un conseil, c'est de dire il n'y a pas que, en particulier dans les domaines de l'environnement, il y a pas que l'engagement professionnel qui compte, enfin il n'y a pas que la carrière qui compte, et c'est un engagement, je pense, entier dans son parcours personnel, dans son parcours associatif, de citoyen aussi, où on peut avoir un impact. Et donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un métier directement relié au sujet de transition écologique, qu'on ne peut pas être engagé par ailleurs et qu'on ne peut pas avoir voilà, une influence et participer à un mouvement collectif. Donc, faut pas hésiter à s'engager dans des assos, faut pas hésiter à s'engager aussi de manière citoyenne, même politiquement. Enfin, voilà. L'engagement, il est partout. Et donc, surtout sur ces domaines-là. Donc, si ce n'est pas dans son métier, ça peut être ailleurs. Merci beaucoup à Vincent Durand-Lieptin pour ses conseils. Merci également à Elsa Mani et Antoine Dallampronte pour l'animation de cette interview. Pour découvrir les carrières possibles après l'école d'ingénieur Ensei Paris, retrouvez-nous pour un prochain épisode Ensei-vous. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux de l'école. À bientôt!